Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales. Alors, cette fois-ci, donc, on va aborder le premier thème d'enseignement scientifique, à savoir donc la science, le climat et la société. Donc, un thème plutôt SVT. Et ce que j'ai décidé de faire finalement, alors au départ, je crois, dans la vidéo présentation, je vous avais dû vous dire qu'en fait, j'aborderais le thème 1 en novembre et le thème 2 en janvier, un truc comme ça. Bon, finalement, je vais pas faire ce que j'ai dit là, parce que je me suis rendu compte, avec un petit peu de réflexion, que ça va pas être possible de faire comme ça. Parce que, en fait, comme je l'ai dit, thème 1, c'est un thème de SVT. Donc, ça fait qu'au niveau du thème 1, on aura quasiment 2 mois d'avance, puisque, grosso modo, je terminerai début novembre. Voilà, en espérant que tout aille bien au mi-novembre. Et puis, par contre, en revanche, sur thème 2, c'est-à-dire, j'aurai pratiquement la moitié de l'année de retard. Donc, si ça causera un petit problème, c'est-à-dire que la SVT, il y aurait beaucoup de SVT, on sera en avance, mais sur la physique, on sera en retard. Donc, je ferai les deux thèmes en même temps. Donc, ça fera un peu plus de vidéos d'enseignement scientifique. Ça fera 8 vidéos qui sortiront d'un coup. Et puis, thème 3, je vais le sortir un peu plus tard, donc vers mars-avril, si j'ai le temps. Ok. Comme ça, en même temps, ça permettra de finir le programme, je l'espère, un peu plus dans le temps. Bon, voilà, ça c'est les prévisions. Après, vous savez, entre prévision et réalité, il y a toujours une petite différence. Bon, alors, ceci étant dit, donc, dans cette vidéo, le but, ça va être de s'intéresser à l'atmosphère terrestre et notamment à l'apparition de la vie. Parce que vous n'êtes pas censé savoir, mais aujourd'hui, l'atmosphère terrestre, c'est une atmosphère dans laquelle il y a beaucoup de vie. Mais malheureusement, très forte dégradation, on verra ça au cours du thème également. Non seulement, mais en plus d'être en nette dégradation, cette atmosphère a une composition un petit peu particulière, qui revient en fait à la composition de l'air, puisque l'atmosphère, on peut considérer que c'est l'air qui nous environne. Et donc, la composition de l'atmosphère, pour rappel, c'est actuellement, tout simplement, vous avez 78% de diazote. Et ouais, mine de rien, le dioxygène, c'est notre gaz, on va dire fétiche, on en a besoin pour respirer et assurer l'ensemble des fonctions cellulaires, mais mine de rien, et c'est pas le gaz le plus présent dans l'atmosphère, le plus abondant. Cependant, donc, il est quand même assez présent, donc c'est quand même 1/5 de la composition de l'atmosphère terrestre, puisqu'il est présent à hauteur de 21%, le dioxygène. Puis, les 1% qui restent, ça se partage entre des éléments un petit peu divers et variés, tels que les gaz nobles, donc krypton, néon, et donc, en gros, pour faire simple, tous les éléments de la dernière colonne du tableau périodique, que j'affiche juste là. Ok. Bon. Et également vapeur d'eau, mais là, on est à hauteur de 0,01%. Bon. Longue introduction, on va dire. Mais tout ça pour dire quoi? L'atmosphère terrestre n'a pas toujours été la même, en termes de composition, mais également en termes de vie. Et justement, on va essayer de comprendre tous les mécanismes qu'on permet à l'atmosphère d'évoluer et de nous amener là où nous amener actuellement. Let's go. Donc, dans un premier temps, on va s'intéresser à la formation donc de l'atmosphère terrestre ainsi que des océans. Alors, tout d'abord, on va commencer par l'atmosphère terrestre. L'atmosphère terrestre, comment qu'elle s'est formée globalement? Bon, on n'est pas censé savoir que la Terre, donc, elle s'est formée à peu près en même temps que le système solaire. Donc, les gens m'apprennent, le système solaire, c'est 4,6 milliards d'années. La Terre, donc, c'est 4,56 milliards d'années. Ok, sur être précis. Bon, ok, ça c'est le premier élément. Deuxième élément qu'il faut savoir, c'est que tout simplement la Terre s'est formée 4,56 milliards d'années, mais pourtant, elle n'abritait pas la vie déjà quand elle s'est formée, premièrement. Et deuxièmement, le premier élément qui s'est formé, c'est l'atmosphère par logique. Et comment qu'il s'est formé d'ailleurs l'atmosphère? Une question qu'on peut se poser. Et l'atmosphère, en fait, il s'est formé par dégazage du manteau primitif. Alors, oh là 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 là, pour certains, je sens que je vous perds. Alors, petit rappel, donc là, pour ceux qui ont fait SPSVT l'année dernière, vous en souvenez très bien, je pense. Bon, c'est de l'ironie, je sais que c'est à ce moment-là qu'on vous mit la SVT. On va pas faire genre, mais je vais quand même faire un petit rappel rapide là-dessus. Donc la Terre, comme vous pouvez le savoir, vous avez peut-être dû voir en 4e, sinon si vous n'avez pas fait SPSVT, elle est faite de différentes enveloppes concentriques, donc les unes en dessous de l'autre, ok? Donc on a la croûte sur laquelle on marche, on saute, on danse et on fait tout ce qu'on veut, mais en dessous de la croûte, donc on a tout simplement un manteau, ok? On a plus précisément un manteau supérieur, ensuite un manteau inférieur. Puis en dessous du manteau inférieur, donc on a le noyau supérieur, ok, bravo, et le noyau inférieur, ou bien qu'on appelle la graine. Pour vous donner des ordres de grandeur en termes de distance, donc la Terre, le rayon de la Terre, c'est 6400 km, à peu près, ou si on est précis, 6370 km, en partant de la croûte jusqu'au noyau de la Terre, ok? Donc jusqu'au noyau vraiment de la graine. Et donc, du coup, entre les différentes graines, qu'est-ce qu'on a? Enfin, les différents éléments, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a à peu près 7 à 40 km de croûte, ok? Alors, pourquoi tant de différence? C'est parce qu'en fait, 7 km, c'est au niveau des océans et 40 km, c'est au niveau des montagnes, notamment.
En dessous des croûtes, donc, comme je l'ai dit, on a le manteau, ok. Donc, manteau supérieur, c'est à peu près jusqu'à 150 km. Puis, en dessous, au-delà, donc, c'est le manteau inférieur, donc là, jusqu'à 2900 km. Ok, et après, donc, en dessous du manteau, donc, on a le noyau supérieur de 2009 jusqu'à 5100 km, et après, de 5100 km jusqu'à, tout simplement, 6400 km ou 6371 km, c'est le noyau interne. Bon, voilà, on va s'arrêter là parce que tout simplement il y a une vidéo en fait qui détaille exactement tout ce que vous devez savoir sur la composition de la Terre, ok, la structure interne de la Terre. Donc si vous voulez aller la voir et que vous êtes plus intéressé sur ce sujet, let's go. Sinon, bah restez sur cette petite vidéo parce qu'on n'a pas fini de expliquer vraiment l'origine de l'atmosphère et des océans. Alors, ok, donc ça c'était pour l'atmosphère. L'atmosphère, donc retenez bien, c'est un dégazage du manteau, ok, qui a permis donc sa formation. Ensuite, donc, qu'est-ce qui a permis concrètement d'avoir la composition de l'atmosphère primitive, hein, qui était la suivante. Donc là, je vous la donne. Donc, c'était à peu près 80% de vapeur d'eau, 12% en 12% en dioxyde de carbone, puis on avait à peu près 5 à 10%, c'était d'autres gaz, ok, tels que le diazote et autres. Ok, donc la vapeur d'eau était très présente à ce moment-là, déjà dans l'atmosphère terrestre. Et donc, qu'est-ce qui a permis justement d'en savoir autant sur la composition de l'atmosphère primitive? C'est l'analyse de roches, en fait. C'est l'analyse de roches telles que les chondrites. Ça, c'est pour l'atmosphère primitive. Ok, let's go. Bon, on avance un peu plus dans le temps. Et donc, on va s'intéresser maintenant à une deuxième étape, la formation de l'eau. Et oui, parce que la Terre, elle se forme, il n'y a pas d'eau. Sauf que l'eau, c'est l'élément essentiel de notre existence. Si on n'a pas d'eau, on est mort. Ok, donc oui, il n'y a pas d'eau à ce moment-là. L'eau, elle apparaît environ il y a 4,4 milliards d'années, à peu près. 3,8, 4 milliards d'années. Même plutôt 4 milliards d'années. Comment qu'elle apparaît cette eau? Il y a deux phénomènes qui ont permis l'apparition de l'eau. C'est tout simplement, en fait, une liquéfaction de l'eau qui a été due à une baisse de température et à une baisse de pression. Alors, une autre origine aussi qu'on dit un peu, qui est un peu moins connue de l'eau sur Terre, en fait, c'est une origine cosmique. C'est-à-dire qu'en fait, à cette époque-là, 4,5 milliards d'années et jusqu'à 4 milliards d'années, on avait donc un apport d'eau qui se faisait via les météorites. Et donc cet apport d'eau aussi a favorisé l'apparition d'eau sous forme liquide donc sur Terre. Et la formation donc de l'hydrosphère, tout simplement appelée de façon commune les océans. Ok, donc ça c'est pour la formation des océans. Et depuis, en fait, selon les conditions de température et pression que vous situez sur Terre, que j'affiche déjà sur ce graphe-là, et finalement, vous pourrez avoir de l'eau à l'état liquide, à l'état solide, mais également à l'état gazeux. Ok. Bon, ça c'est super. Donc on a vu comment l'atmosphère primitive s'est formée. On a vu comment l'hydrosphère s'est formée. Et donc comment de petits poissons par la suite ont pu y vivre. Non, justement c'est l'objet de ce qui va suivre après. Mais au moins on a vu l'origine de l'hydrosphère. Et maintenant on va voir l'apparition du dioxygène. Ok, l'apparition du dioxygène sur Terre et le cycle de carbone. Let's go. Alors, tout d'abord, donc, la vie sur Terre. Comment qu'elle apparaît? Ok, parce que c'est peut-être ça le problème qui vous trouble un peu. Ok. Et avant de parler apparition de la vie, en parler de l'apparition de la vie telle que nous connaissons aujourd'hui sur Terre, il faut déjà c'est fait dans l'eau. Alors, il s'est fait dans l'eau et notamment donc en fait des indices d'une apparition de la vie autour de 3,5 milliards d'années a pu être confirmé et prouvé via cette formation-là qu'on appelle les stromatolites. Dans ces stromatolites, donc, on y trouve des espèces un petit peu particulières, telles que les cyanobactéries. Ok, les cyanobactéries qui sont l'équivalent, par exemple, d'algues. Ok, et donc, ces cyanobactéries qui sont des organismes photosynthétiques. Donc, c'est quoi leur principe? Comment ils fonctionnent? Donc là, comme on dit que c'est des organismes photosynthétiques, donc il faut la photosynthèse. Et donc, comment que ça marche, le processus? Là, je vous le rappelle parce que peut-être vous avez vomi votre cours de la ligne dernière, d'enseignement scientifique ou même celui de seconde d'SVT. Donc, on rappelle vite fait la procédure. Donc, on est en présence de lumière. Et en présence de lumière, donc plus précisément en présence du soleil, en fait, votre organisme qui est photosynthétique va donc prélever du dioxyde de carbone et donc en réalisant ce prélèvement-là, il va le traiter dans l'organisme, entre guillemets, et il va le transformer donc en dioxygène. Ok, c'est un peu, et donc c'est le processus inversé de la respiration. La respiration, c'est quoi? Donc là, elle se fait jour et nuit, par contre, pour l'ensemble des organismes. C'est-à-dire, vous prélevez du dioxygène et vous rejetez du dioxyde de carbone. Ok, une fois que ce dioxygène, il a été prélevé et donc utilisé par l'ensemble de vos organes. Ok, bon, la photosynthèse, c'est la même chose, mais dans le sens inversé, et seulement jour. Donc, ce sont notre fameuses cyanobactéries qui ont permis de produire le dioxygène dans l'eau dans un premier temps. Ensuite, il est venu un moment où il s'est saturé.
ok, et donc en se saturant dans l'eau, et ben il a pu être libéré hors de l'eau. Et donc cela se vérifie parfaitement, et ben lorsqu'on fait des analyses, ok. C'est-à-dire qu'en fait vous avez des éléments chimiques tels que par exemple du fer en fait, ok, des gisements, vous avez du fer qui va se balader là, du sulfate de fer, et donc ce sulfate de fer normalement en présence d'une atmosphère oxydante, et ben il va s'oxyder au sol rouge. Alors donc on va avoir deux cas précisément. Si l'atmosphère est non oxydante, donc le fer et l'acide donc vont être transportés à l'état réduit jusqu'à l'eau, ok. Et donc une fois qu'ils seront transportés à l'état réduit jusqu'à l'eau, et bah vu qu'il y a de l'oxygène, l'atmosphère, enfin l'hydrosphère est un milieu oxydant, et donc on va avoir comme ça formation et bah de gisements de fer, ce qui va donner lieu à des bifs, ok, que je vous montre juste là en photo. Ensuite donc un peu plus tard, donc autour de 2,2 milliards d'années. Et c'est ça qui a permis de montrer que la vie est apparue hors de l'eau, à peu près à cet état. C'est parce qu'en fait, les quantités de fer et de silice, ils ne s'oxydaient plus dans l'eau. Et donc, on a eu à ce moment-là des paléosols rouges, ok? Et si on datant ces paléosols rouges, donc avec d'autres méthodes, carbone 14 et autres, on a pu déterminer l'âge du plus vieux paléosol rouge et donc l'âge par conséquent du moment où le dioxygène était hors de l'eau, ok? Donc, à partir de 2,2 milliards d'années, en présence plutôt de l'oxygène hors de l'eau, ok, désormais les fers et la silice, ils vont s'oxyder hors de l'eau pour former donc nos fameux paléosols rouges, ok, pas vous. Et donc ces éléments-là, mine de rien, l'apparition du dioxygène hors de l'eau a permis pas à pas l'apparition donc de la vie d'êtres vivants dits aérobies, c'est-à-dire celles qui font la respiration hors de l'eau. Premier élément. Et également, ce qui a été important dans l'apparition de la vie, c'est que non seulement dans l'apparition du dioxygène, ok, mais ce qui a permis l'apparition de la vie, c'est l'ozone, ok. Alors l'ozone, vite fait, comment ça se forme? Il va se former sous l'effet des rayonnements ultraviolets, ok. C'est-à-dire qu'en fait, sous l'effet des rayonnements ultraviolets, donc vous allez avoir du dioxygène. Ce dioxygène, donc, il va se dissocier donc en deux atomes d'oxygène, ok. Parce que dioxygène, c'est deux atomes d'oxygène, donc quand ça se dissocie, ça fera un atome d'oxygène, ok. Donc il se dissocie en deux atomes d'oxygène, et donc pour chacun des atomes d'oxygène, ils vont aller s'assembler vers une autre molécule de dioxygène pour former l'ozone, de formule chimique O3, comme vous pouvez le voir sur mon petit schéma, ok. Et donc c'est l'apparition de l'O2 également qui a permis l'apparition de la vie, ok, qui a aidé en tout cas contribué à l'apparition de la vie. Et donc ce dioxygène, et plus précisément cette couche en fait de dioxygène, d'ozone, pardon, cette couche d'ozone plutôt qui entoure notre planète, qui l'englobe, et c'est celle qui nous protège, ok. Elle nous protège des rayonnements élevés et donc nous permet de nous maintenir en vie. Donc un trou au sein de cette couche peut être très fatal puisque littéralement elle couperait tout espoir de vie. Donc ainsi les activités humaines qui malheureusement détruisent la couche d'ozone peuvent détruire soudainement la vie, ok, toute forme de vie. Et enfin, dernier élément qu'il faut avoir en tête, c'est qu'ok, donc on a du oxygène qui a permis l'apparition de la vie, mais sur Terre, donc on a un élément qui circule beaucoup, c'est le carbone, ok. Donc le carbone, il va circuler au sein de sous différentes formes, et donc il va être présent dans différents réservoirs, ok. Donc pour les formes, on a le dioxyde de carbone, on a le carbone organique, tel que par exemple sous la forme de glucose, C6H6, mais également l'ADN et tout plein de choses. Et donc, il va être présent sur différents réservoirs, donc tels que l'atmosphère, les sols, mais également la biosphère, l'hydrosphère, les roches, etc. Et il va y avoir donc ainsi des échanges de carbone entre ces différents réservoirs. Vous vous souvenez, en PSVT, on a vu un certain nombre d'échanges qui se faisaient au niveau du carbone. Mais ça, on s'était limité juste à l'échelle de l'écosystème. Et là, à l'échelle de la Terre, il y a plus qu'à l'échelle de l'écosystème. C'est-à-dire que il y aura l'échange classique au sein d'un écosystème, comme vous avez pu le voir en PSVT l'année dernière. Je vous renvoie vers la vidéo également si vous voulez voir un petit peu plus. Et donc, vous allez avoir comme ça les échanges entre les écosystèmes, ok, donc respiration, fermentation, photosynthèse, ok, c'est le processus le plus classique. Mais également, donc, on va avoir d'autres échanges, par exemple entre donc dus aux activités humaines, donc combustion. On va avoir des échanges donc dus entre donc de précipitation, ok, qu'on a également. Donc là, c'est c'est notamment les pluies acides qui vont faire précipiter certaines roches, ok, parce que justement, ils sont acides ces pluies. On va voir également donc l'enfouissement et tout plein de processus, donc je vous résume sur ce petit schéma là, ok, voilà.
Donc, bah voilà, et dissolution, je crois vous avoir à peu près tout dit. Donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Alors, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue. J'ai essayé de bien vous résumer ce chapitre-là. J'espère en tout cas qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bon reste à toi en mathématiques.